torture, malveillance, maltraitance psychologique et physique, l'illustre histoire entre orphelins et marâtres ne semble pas dater d'aujourd'hui. En effet, leur histoire traverse les années. L'histoire de la cuillère sale, en passant par Singali de Cheikh Alioune Ndao, pour aujourd'hui nous interpeller au cœur du destin de l'orphelin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois à votre tout nouveau numéro du Boulevard des Arts, l'émission qui vous transporte dans l'univers de la création et de la découverte artistique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir immense de recevoir donc sur ici Madère TV Daouda Thiam, romancier, auteur du livre Le destin de l'orphelin. Daouda, bonsoir. Oui, bonsoir Sokhna Nima. Tout d'abord, je vous remercie par rapport à l'invitation ici à Madère TV. Donc, je suis très ravi de partager cette émission aujourd'hui avec vous. Donc, je me présente, je me nomme Daouda Thiam. Voilà, je suis étudiant en Master 1 au département de lettres modernes à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Daouda, vous êtes auteur de ce roman, Le destin de l'orphelin. Qu'est-ce qui vous a motivé, inspiré à écrire un tel ouvrage? Bon, ce qui m'a motivé à écrire cet ouvrage, une question que beaucoup de personnes me posent. Déjà, je tiens aussi à préciser que moi, je ne suis pas un orphelin, alhamdoulilah. Je vis avec mes deux parents que je salue de passage. Mais j'ai un entourage composé de beaucoup d'orphelins, des amis qui ont perdu soit leur papa ou bien leur maman, d'autres qui m'ont raconté leur vie et d'autres aussi qui m'ont fait part de leurs histoires. C'est ce qui m'a poussé à écrire sur ce thème, ce titre, Le destin de l'orphelin. Ok, Daouda, Le destin de l'orphelin. Dès les premières pages de ce bouquin-là, on voit l'histoire d'une personne, d'un jeune orphelin, Amadou, qui se morfond dans son monde solitaire. Comment est-ce que cela s'explique, cette solitude? Bon, cela s'explique tout simplement par le fait que Amadou était très proche de sa chère maman, Ramatoulaye, qui s'appelle Ramatoulaye dans le livre. Donc, une fois qu'il a perdu sa mère, il avait un très très grand vide en lui. Sa maman lui avait trop manqué. En plus, il était jeune. Il a perdu sa mère à l'âge de 11 ans. À part cela, il vivait avec sa belle-maman, Nabou, et ses deux belles-sœurs. Mais ces dernières détestaient tellement l'orphelin au point que le jeune était obligé de vivre dans la solitude. Donc c'est ce qui explique plus ou moins la situation du pauvre orphelin. Le pauvre orphelin, il vivait avec son papa. Oui. Quelle a été donc la position du père tout au long de l'histoire? Vous savez, dans notre société, ou bien dans la société que nous vivons, nous avons souvent tendance à rencontrer ces genres de parents. Je veux dire des pères qui n'assument pas carrément leur rôle. Donc c'est le cas de Dr Sambou, qui est le père d'Amadou dans ce récit, qui, après avoir épousé Nabou comme deuxième femme, avait plus ou moins peur de cette dernière. Donc je peux dire que c'est Nabou qui contrôlait tout à la maison, ce qui fait que Dr Sambou ne pouvait pas gérer toutes les affaires du moins à la maison, ou bien assurer son rôle de père. Voilà, c'est pourquoi plus ou moins Amadou était souvent dans ces genres de situations et seul, sans protecteur ni protectrice. Tout au long de l'histoire, il y a ce côté, pas tout au long de l'histoire, mais vers la moitié de l'histoire, au début de l'histoire, en tout cas jusqu'à la moitié de l'ouvrage, Amadou vivait le stress. Est-ce que ce stress-là serait dû tout simplement au fait que sa maman est décédée ou bien? Ce stress aurait dû d'abord du fait que sa maman est décédée, mais ensuite aussi du fait que sa belle-maman le maltraitait. Parce que si vous voyez bien dans cet ouvrage, c'est Amadou qui faisait presque tout à la maison. Même les tâches que les filles étaient censées assurer, le ménage, etc. Donc c'est lui qui assurait tout. Et dès le début du livre, nous avons vu qu'Amadou faisait la classe de 3e. Il y avait la pression. Et que aussi c'était la première fois que l'orphelin devrait faire un examen sans la présence de sa mère. Donc c'est ça, c'est ce qui était à l'origine de son stress,
durant les premières pages du livre. Le stress ne serait-il pas en quelque sorte dû au fait, dû justement à la promesse qu'il avait faite à sa maman, parce qu'il lui avait promis de réussir coûte que coûte? Oui, Est-ce que cette pression-là n'a pas un tout petit peu joué aussi? oui, exactement. Il y avait aussi cette pression. Je l'ai dit tantôt que sa maman lui manquait et que c'était la première fois qu'il devrait faire un examen sans la présence de sa protectrice. Mais également, le jeune orphelin, avant le décès de sa maman, l'avait promis qu'il allait tout faire pour réussir et devenir un grand monsieur. C'était le rêve de sa mère et il voulait l'exaucer. Donc c'est pourquoi il avait peur de l'échec. Il avait peur de l'échec. Tout à l'heure, vous l'avez dit, Amadou, au moment même de se préparer pour partir faire son brevet là, il discutait avec sa mère. Sa mère en quelque sorte, oui, entre guillemets. Tellement en larmes. Est-ce que Amadou, pendant ces instants-là, et après même son examen, il a demandé à son père que son seul souhait, comme cadeau d'ailleurs, c'était de partir au cimetière, rendre visite à sa maman au cimetière. Exactement. Pour prier. Ce lien intrinsèque entre Amadou et sa mère, comment est-ce que... Je voulais juste expliquer l'importance d'une maman dans la vie de son fils. Si vous voyez bien, même si certains orphelins ou bien certaines orphelines ont perdu leur maman et que cette dernière ne se trouve plus sur terre avec eux, mais n'empêche cela, la maman continue d'occuper une place importante dans la vie d'un enfant, ou bien même d'une personne, je peux dire. Donc c'est ça, c'est juste pour montrer que certes, son Ramatoulaye est décédé, mais malgré tout, Amadou, je peux dire, continue de vivre avec sa mère, entre guillemets. Malgré la douleur. Malgré la douleur, voilà. Mais est-ce dire en fait que c'est l'être humain dans sa globalité? En fait, les morts, ils ne sont pas morts comme on le dit assez souvent. Comme on le dit, voilà, parmi les vivants. Voilà, sont parmi les vivants. Alors, est-ce que ce n'est pas pour l'auteur une façon d'inciter aux gens, aux lecteurs en particulier, de plus revenir en arrière et aussi tenir en compte des morts? Parce qu'il y en a certains qui oublient. Voilà. Ça aussi, c'est vrai. Est-ce une façon pour vous également de les inviter à mieux tenir en compte et à avoir une certaine vision et à formuler assez souvent les prières? Exactement. On peut le voir aussi sous cet angle. On peut l'analyser sous cet angle, que les morts ne sont pas morts, comme on dit entre guillemets, les morts ne sont pas morts, ils sont toujours là avec nous. Voilà, il suffit juste d'y repenser. Certes, parfois ça peut nous rappeler des souvenirs plus ou moins négatifs, ou bien qu'on ressente un très grand vide en nous. Parce que si une personne était là présente à nos côtés et d'un coup cette personne n'est plus là, il y aura un vide. Mais quand même, on peut le voir de notre côté que cette personne est toujours là. Donc essayons de faire les actes comme si cette personne était à notre côté, comme le faisait Amadou dans ce roman. Amadou, étant très très jeune, il a eu une certaine intelligence. Exactement. D'ailleurs, la question de la jalousie a eu à se poser tant de fois avec sa marâtre qui voulait voir ses demi-sœurs aller à un stade beaucoup plus élevé que lui. Alors, cette intelligence-là et ces valeurs que Sokhna Ramatoulaye a transmis à son enfant, était-ce pour mieux le préparer? Oui, exactement. C'était pour mieux le préparer. Et si vous voyez bien, cela était à l'origine, entre guillemets, de la réussite de l'orphelin. Je l'ai dit dans le roman que Amadou a très tôt fréquenté l'école coranique. Il a très tôt fréquenté l'école coranique et que son marabout a participé à sa formation, à son éducation. Il a inculqué, il a cultivé en lui des valeurs et des principes, en dehors des valeurs et des principes que sa maman lui avait donnés. Donc ce qui fait que le jeune était petit, l'orphelin était petit par rapport à son âge, mais grand par rapport à son esprit. La vie de Amadou était parsemée de difficultés, à n'en plus finir. Pratiquement une répétition, une redondance. Oui. Alors, si on va à la page 48, Amadou, il dit: pourquoi n'ai-je pas droit au bonheur? Est-ce mon destin? Qu'ai-je fait pour mériter cette vie?
Ces questionnements, suite justement à cet événement malheureux qui s'est produit, on a brûlé donc ces papiers alors qu'il s'apprêtait justement, qu'il avait obtenu une bourse pour partir étudier à l'étranger. Alors comment s'explique une telle cruauté vis-à-vis de Samarâtre? Oui, comme vous le voyez bien, Samarâtre, je l'ai dit, détestait l'orphelin. Il ne voulait pas sa réussite. Donc ce qui fait que c'était hors de question pour elle que le jeune orphelin quitte la maison, surtout pour aller à l'extérieur continuer ses études. Si toutefois ceci était fait, bon, ce qui sera fait plus ou moins dans les prochaines pages, mais si ceci était fait, pour elle, ça serait son échec et la réussite de l'orphelin, et que son combat serait vide. Un combat que les lecteurs aimeraient véritablement savoir l'intérêt, en fait, parce que Sokhna Ramatoulaye, dans l'ouvrage, vous expliquez que c'est elle-même qui boostait le mari à trouver une deuxième femme. Alors, elle était une femme plutôt docile. Alors, ne pensez-vous pas que Sokhna Ramatoulaye, ou bien on va dire Nabou, devait être beaucoup plus tendre avec le fils de Ramatoulaye, étant donné que lui, elle l'avait bien accueilli. Bien accueilli. Bon, c'est juste pour montrer. Une sorte de reconnaissance. C'est juste pour montrer la diversité entre les personnes. Nous ne sommes pas pareils. Il y a de bonnes personnes et des personnes qui sont entre guillemets mauvaises. Vous voyez, juste pour montrer que dans la vie, on ne récolte que ce qu'on a semé. Si vous voyez bien, Amadou a récolté le travail de sa maman. Et Nabou, par la suite, nous allons certainement arriver à cette stade, aura sa part du gâteau. Exactement. Donc c'était le message que je voulais passer, que si nous faisons de bonnes actions, tôt ou tard, nous aurons les récompenses. Si nous faisons également de mauvais actes, tôt ou tard aussi, nous aurons notre récompense. Alors, Docteur Samb, en voulant épouser Nabou, était en fait dans une situation plutôt embarrassante. On va appeler cela comme ça, parce que son papa ne voulait pas de ce mariage. Qu'est-ce qui pouvait justifier ce refus, ce désaccord entre... Le père de Dr Samb ne voulait pas du mariage de son fils avec Nabou parce que tout simplement, il savait dès le début que Nabou n'était pas la femme idéale pour son fils. Deuxièmement aussi, ce qui avait motivé, ce qui avait poussé Dr Samb à épouser Nabou, en dehors de son amour inconditionnel envers cette dame, c'est que Ramatoulaye et Dr Samb ont fait 5 ans de mariage sans avoir d'enfant. Un problème que nous vivons dans la vie de tous les jours. Souvent, nous, Sénégalais, nous pensons que juste après le mariage, 1 année, 2 ans, voilà, le couple doit produire un bébé. Il y a la pression sociale, les gens vous demandent pourquoi vous n'avez pas encore d'enfants. Êtes-vous... La pression sociale, oui, la question... Voilà, comme si c'est obligatoire. Alors que, comme on dit, c'est Dieu qui donne à l'homme. Vous voyez, Dr Samb a fait des consultations pour voir ce qui n'allait pas. Il était médecin. Il a remarqué que lui, sa femme étaient tous en bonne santé. Après, la réplique de son père était que donc c'est Dieu qui ne l'a pas encore voulu. Si toutefois c'est avéré que vous êtes tous les deux en bonne santé et que vous n'avez pas encore d'enfant, c'est parce que Dieu ne l'a pas encore souhaité. La preuve, Dr Samb s'est marié avec Nabou. Certes, Nabou a eu en première un bébé, un enfant, après puis Ramatoulaye. Dieynaba, c'est Dieynaba, oui. 2 ans plus tard, il y a la naissance de l'unique fils de Ramatoulaye, Amadou. Juste pour montrer que son heure venait juste de sonner. Donc c'était le message que je voulais passer à travers cela. La question de l'infertilité. Voilà, exactement. Une question qui... Et souvent, ce sont les femmes qui sont victimes de ça. Vous voyez? C'est étonnant. C'est étonnant. Et pourtant, l'homme dans tout ça, il se pourrait que c'est l'homme qui n'est pas en mesure de produire. Mais pourquoi, en fait, Sokhna Ramatoulaye booster, ou bien on va appeler ça comme ça, motiver plus son mari à partir trouver une seconde femme? Peut-être qu'elle ressentait des remords ou bien? Non, c'était juste une femme pieuse qui croyait en Allah.
il sait que peut-être son mari veut avoir un enfant. Elle a accepté qu'elle est incapable de lui donner son vœu. Ce qui fait qu'elle a demandé à son mari, elle a poussé, elle a encouragé à son mari d'aller épouser une seconde femme. Voilà, c'était ça. Ok, alors nous vivons dans une société un tout petit peu dénaturée par l'argent. Tout à l'heure, vous l'avez souligné. Ce qui a poussé à Dr Samb à plus mettre en valeur Nabou, sa deuxième femme, c'est en fait du point de vue de la classe sociale. De la classe sociale. Ils étaient plus riches et du point de vue économique, la femme l'appuyait assez souvent. Vous, quelle lecture faites-vous par rapport à ces questions d'argent, à ces questions de classe sociale qui font qu'assez souvent on se plie malgré nous aux exigences de la société ou bien des autres pour pouvoir assouvir justement nos propres intérêts ou bien nos dépenses à nous, voilà. Parallèlement justement à ce qui se passe dans la société sénégalaise. Bon, par rapport à ce côté, je peux dire que ce sont des pics que j'ai lancés aux femmes. Souvent on dit que dans un ménage, si la femme donne quelque chose, ou bien souvent, ce ne sont pas toutes les femmes qui sont comme ça, mais souvent si les femmes aident leur mari, tôt ou tard, ils vont vous le dire. Donc c'est ce qui est arrivé à Dr Samb, vous avez compris ce que je veux dire? Non, moi j'ai pas compris, il faut expliquer ça aux femmes. Voilà, je veux dire, souvent, supposons, Nabou aidait Dr Samb. Maintenant, c'est à travers cela, voilà, qu'elle a eu l'audace de mettre en cause l'autorité de son mari. Est-ce que ce ne serait pas plutôt que c'est le mari qui est voulu que et aussi de l'autre côté, oui, vous savez, les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Certes, Nabou n'était pas une bonne femme, mais aussi Dr Samb n'était pas un bon mari. C'était pas un bon mari. Qu'est-ce qui justifie cela? Ce qui justifie cela, c'est tout simplement, il était dans la maison en regardant Nabou maltraiter son fils. De l'autre côté, il était dans la maison où il a vu comment Nabou l'a traité lui. Oui, mais lui, il essayait pourtant de lutter contre cette injustice-là qu'on faisait infliger à son fils Amadou. Mais je veux Tantôt, dire il intervenait, mais d'autres fois... Mais c'était trop tard. C'était trop tard. Il devrait le faire dès le début. Il devrait le faire dès le début. Donc, ce qui fait qu'à un certain moment, il avait décidé quand même de mettre fin à ces injustices, de défendre son fils, mais ses paroles ne valaient absolument rien. Alors, on est parti d'un père irresponsable à un père soucieux maintenant, à un père protecteur qui a quand même contribué à l'amélioration des conditions de vie du jeune Amadou. Qu'est-ce que le docteur Samb aspirait pour l'avenir de son fils en l'envoyant dans une usine de production de lait? Quel avenir voulait-il? Voulait-il l'épargner contre sa marâtre? Voilà. Je pense même que c'est bien écrit dans ce roman en ces termes. Dr Samb avait envoyé son fils travailler dans cette usine pour non seulement l'éloigner de sa belle-maman Nabou, mais aussi permettre aux jeunes orphelins d'acquérir une connaissance professionnelle et sociale. Donc c'était ça le but. C'était ça le but. Donc il voulait quand même l'éloigner de sa belle-maman, lui permettre de se distraire, de vivre un peu la vie qu'il souhaite, mais aussi permettre aux jeunes, certes il était un gamin, d'acquérir une connaissance sociale et professionnelle durant les vacances. Bien sûr. Plus tard, M. Samb dira, pour appuyer ce que vous venez de dire, enfin, mon fils, mon petit pourra vivre en paix et construire son avenir. Était-ce pour lui une façon de se racheter? Oui, il voulait se racheter. Il voulait se racheter. Quand même, il sait qu'il n'a pas assuré son rôle de papa, mais quand même, au moins, il s'est racheté, je peux dire quand même.
parce qu'il a contribué à la réussite de son enfant. Il l'a aidé aussi également à rejoindre l'Europe avec l'aide de l'autre là, Boubacar, et sa famille. Donc ce qui fait que on peut dire que Dr Sam a compris ses erreurs, il en est conscient, il s'est rattrapé. Sa rencontre, entre sa rencontre avec Boubacar et sa nouvelle vie, cette liaison, est-ce que cela ne voudrait pas expliquer qu'Amadou avait quand même quelque chose, c'est-à-dire une reconnaissance, une gratitude envers sa maman, Sokhna Ramatoulaye? Exactement, c'est Boubacar qui avait cette reconnaissance envers Sokhna Ramatoulaye, parce que Boubacar est le fils de l'agent de sécurité de l'hôpital où travaille Dr Sam. Maintenant, Boubacar, c'est Sokhna Ramatoulaye qui l'a encadré lorsqu'il était élève. À un certain moment, Boubacar voulait abandonner les études. Donc Sokhna Ramatoulaye l'a pris, elle l'a encadré, elle l'a encadré, elle l'a mis dans de très bonnes conditions, elle l'a beaucoup aidé. Malheureusement, Sokhna Ramatoulaye n'a pas pu assister à la réussite de Boubacar. Ce qui fait que Boubacar a décidé de rendre la monnaie de la pièce à Amadou. Il l'a vu comme ça dans l'une de ses interviews de télévision. Et depuis l'Espagne. Et la première phrase qu'il avait prononcée est « telle mère, tel fils ». Il l'a vu, il était heureux, il a reconnu que c'est Amadou parce que lorsqu'il venait travailler chez Sokhna Ramatoulaye, Amadou était de l'autre côté en train de réviser ou bien de lire. Donc il était très heureux et il a directement cherché un billet et rejoindre le Sénégal pour venir aider Amadou. Durant ce temps, le jeune orphelin était dans une situation chaotique parce qu'il venait juste de perdre ses papiers et l'espoir de continuer ses études en Espagne. L'espoir de toute une vie. De toute une vie, voilà. Maintenant, cette reconnaissance qu'a éprouvée Boubacar, qui l'a d'ailleurs incité à vouloir aider l'enfant de Ramatoulaye, Sokhna Ramatoulaye, cela ne voudrait-il pas incarner et réaffirmer également la valeur qu'a, ou bien on va dire la valeur que renferment les bonnes œuvres, les bons actes. Exactement. C'est ça le message. Vous voyez que Sokhna Ramatoulaye a semé ses bons actes il y a de cela des années. Mais la récompense, quand même, a été donnée à son fils. Vous avez vu? Et que Sokhna Ramatoulaye voulait la réussite de son fils. Et c'est Boubacar qui a aidé son fils à réussir. Vous voyez plus ou moins la liaison entre ces personnages. Donc c'était ça le message. Pour montrer que même si on ne sait pas si nos bonnes actions, nous allons en bénéficier, mais quand même, faisons-le. Faisons-le. Comme je dis dans le livre, Dieu voit tout, il est au contrôle de tout. Même si moi je fais de bonnes actions, je ne sais pas si je vais m'en bénéficier ou pas, peut-être les personnes que je donne cela vont, dans l'avenir, le rembourser à ma famille ou bien à mes enfants. Est-ce qu'on n'est pas en carence de ça dans notre société actuelle? Parce qu'assez souvent, les personnes, ils vous donnent une chose et tout le monde est au courant. Voilà. C'est juste pour... Nous vivons dans une société où il y a la crise des valeurs. Donc ce roman est plus ou moins en train de revaloriser nos valeurs, je peux dire, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. En parlant justement de crise de valeurs, on a vu que Marème, donc, qui était la chouchoute de maman, a fini par avoir un enfant hors mariage. Elle a abandonné ses études et donc la vie pour elle devient terrible parce qu'elle a été obligée de partir. Elle était obligée de partir au village, chose qu'elle ne voulait pas du tout. Non, pas par manque de choix. Elle est obligée d'y aller peut-être pour fuir le regard des gens et de qu'en dira-t-on. Cette responsabilité, ça engage seulement Anabou ou bien aux deux parents? Bon, j'ai pas évoqué ce fait de façon gratuite dans ce livre.
Moi qui parle avec vous, je suis le président des pères éducateurs du département de Gossas. Nous sommes dans la sensibilisation des jeunes. J'ai remarqué que les jeunes sont victimes de grossesse précoce, surtout les filles. Ce qui fait que je voulais lancer ce message. Si vous voyez bien, qu'est-ce qui est à l'origine de la grossesse de Mariam? C'est parce que tout simplement, il y a l'absence de contrôle parental. Docteur Sam ne contrôlait pas Mariam. Nabou aussi suscitait Mariam. Ce qui fait que Mariam était à la merci de la société, je veux dire. Mais est-ce que Nabou, elle-même, elle était une femme exemplaire au point de pouvoir éduquer son enfant? Non. Nabou, j'ai dit qu'elle était une femme d'affaires. Donc, du coup, elle ne s'intéressait pas carrément comme elle se devait à l'éducation de ses filles. Pour elle, c'était quoi l'éducation? C'est donner à ses filles tout ce qu'elles voulaient. Le luxe, aller laisser sans travailler. Téléphone, machine, novelas, séries, etc. Les mettre à l'aise. Alors que ce n'est pas ça l'éducation. L'éducation dépasse ces aspects. Justement, Amadou, lorsqu'il est parti, d'abord en France, d'abord en Espagne, puis finalement il est parti suivre des études de droit en France. C'est ce qui est écrit dans le roman. Exactement. Alors, il a été là-bas en France des années durant. Après avoir eu à acquérir beaucoup d'expérience, il a décidé donc de venir au Sénégal, natal, ici au Sénégal, pour pouvoir mettre en avant ses compétences partagées avec les jeunes d'ici. Pourquoi il a fallu qu'il retourne au Sénégal? Pourquoi il n'a pas dit bon, je peux faire comme d'autres personnes, ceux qui nient et renient leurs termes? Pourquoi il n'a pas pris en éternel départ? Là, c'est un autre message que je voulais passer à mes chers frères et sœurs qui partent vers l'Europe étudier ou bien travailler. Souvent, nous avons tendance à rester là-bas, servir l'Europe, alors que c'est le Sénégal, notre terre, qui nous a tout donné. Nous sommes nés ici, nous avons appris ici, à un certain moment, nous avons décidé de partir vers l'Europe pour acquérir d'autres connaissances. Donc, une fois ces connaissances acquises, le minimum que nous pouvons faire, c'est de retourner ici au Sénégal, partager notre connaissance avec les gens de notre société. Parce que si nous avons décidé de servir les autres pays, mais c'est eux qui vont en bénéficier. Et aussi, on revient pour dire assez souvent que l'Afrique est pauvre, le Sénégal est pauvre, alors que si tout le monde prend un éternel départ, qui va rester ici? Qui va construire notre pays? Nous allons aider les Blancs à construire leur pays en laissant de l'autre côté notre pays. Et après, rester là à parler disant que notre pays est sous-développé, il n'y a rien chez nous, etc. Mais c'est tout à fait normal. D'une part, nous sommes à l'origine de ça. Nous accusons les Blancs, mais les Blancs n'ont quasiment rien fait. C'est nous qui avons aidé les Blancs. Et nous continuons d'aider les Blancs. Donc c'est un phénomène à revoir. Un phénomène à revoir. Amadou, durant tout ce temps qu'il a été à l'étranger, il a tout le temps été dans ses valeurs, dans sa foi. Comment ça s'explique? Il ne s'est donc pas adapté à ce monde blanc? Ou bien pourquoi il est resté figé dans sa logique, dans son comportement? C'est parce qu'il s'est enraciné. Voilà, il a reçu l'éducation, les valeurs, il les a acquis. Voilà. Il les a acquis de sorte que lorsqu'il était parti en Europe, voilà, il continuait d'incarner ses valeurs. Donc, comme le dit Léopold Sédar Senghor, enracinement puis ouverture. Donc, c'est ce qu'il a appliqué lorsqu'il est parti vers l'Europe. Est-ce que c'est ce qui lui a poussé à épouser une fille d'ici? D'ici, exactement, parce qu'il avait les moyens. Il avait les moyens pour épouser n'importe quel type de fille, je peux dire. Mais il a décidé quand même de retourner même au village, pas au Sénégal seulement, mais au village.
de chercher une fille qui a plus ou moins les mêmes qualités que sa maman Ramatoulaye. Donc il a décidé d'épouser cette fille. La trahison de Dr Samb, de la part de sa deuxième femme, naturellement, Nabou. Est-ce que cela ne serait pas dû au fait qu'il ait défié l'autorité parentale, qui depuis le début n'a jamais voulu cette union-là? J'ai dit que dans le roman, les personnages ont récolté ce qu'ils ont semé. C'est le cas aussi de Dr Samb. C'est le cas de Dr Samb parce que tout simplement, dès le début, avant son mariage avec Nabou, son papa n'était pas d'accord. Deuxième chose, c'est aussi que Dr Samb n'assurait pas son rôle de mari ni de papa. Ce qui fait qu'il y avait des événements qui échappaient carrément à son contrôle. Ce qui lui a causé la trahison dont il était victime. Daouda, en défilant les pages de ce roman, Le destin de l'orphelin, on voit en Daouda, là-dedans on croise en Daouda, un briseur d'union, un bourreau des cœurs. Mais ce que moi je me demande ainsi, les lecteurs naturellement, où se trouve Daouda Thiam tout au long de ce long récit? Daouda Thiam n'est nulle part. C'est sûr? Oui, certain, parce que bon, je ne suis pas orphelin comme je l'ai dit, je n'ai pas vécu ce qui a été raconté dans ce roman. Voilà, ce n'est pas ma jeunesse ni mon enfance, donc tout est imaginé. Tout est imaginé. Tout est imaginé. Daouda, le 2 mars était une journée dédiée à la présentation donc, de votre ouvrage, Le destin de l'orphelin. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Bon, c'était un moment historique pour moi, un moment qui restera gravé dans mon cœur et mon esprit quand même, parce que ça montre mon entrée dans la littérature et dans le monde de l'écriture. Donc c'était une journée magnifique. Avant même cette journée, nous avons organisé des Génies en herbe portant uniquement sur le livre qui regroupe les élèves du collège et du lycée. Pourquoi ce Génie en herbe? Parce que tout simplement, on a remarqué que les élèves ne lisaient plus. C'est ce qui nous a motivés à organiser cette compétition, voilà, en mettant sur place des trophées pour l'équipe vainqueur et le meilleur débatteur, ou bien la meilleure débatteuse, parce que c'est une fille qui l'a remporté. Une fille. Alors, vous êtes d'accord que les femmes, on est dans un mois de femmes déjà, voilà. De faire louange à la bravoure féminine. Exactement. Peut-être que c'est ça, ça voulait expliquer cela. On est au mois de mars. D'accord. Alors, d'une défunte mère, Sokhna Ramatoulaye, et d'un père docteur, Amadou est donc le personnage principal de ce roman, Le destin de l'orphelin. Lui qui s'est tant battu pour une vie, une meilleure vie, il aura donc à traverser beaucoup d'obstacles pour en venir à une nouvelle vie. Mesdames, Messieurs, on était avec Daouda Thiam, auteur du roman Le destin de l'orphelin, publié aux éditions Artige. Donc, Daouda, votre mot de la fin? Bon, je remercie d'abord toutes les personnes qui ont suivi cette émission. Je vous remercie d'abord vous pour l'invitation. Ça m'a permis de faire la promotion de mon livre et d'expliquer aux spectateurs le contenu. Voilà, donc c'était un plaisir. Je savais que l'émission allait être cool parce que déjà vous avez bien maîtrisé le livre. Ça se voit à travers les questions que vous m'avez posées. Voilà, vous avez réussi. Ça fait l'occasion de demander à nos téléspectateurs, de les suggérer, de partir donc se procurer de ce bouquin-là, parce que c'est un livre assez accessible, voilà, et ce n'est pas très volumineux, on peut le lire en une journée, en 3 heures ou 4 heures de temps. Voilà, donc allez-y découvrir cette histoire passionnante de ce jeune orphelin Amadou.
En tout cas, mesdames, messieurs, donc pour en procurer, c'est un peu ça. Pour en procurer, on peut me contacter directement au 78 488 03 71 ou bien se rendre aux éditions Artige. Voilà, donc soit on me contacte ou bien il faut se rendre aux éditions Artige pour se procurer de ce bouquin. Ok, alors mesdames, messieurs, comme vous venez de l'entendre là, c'est un bouquin assez riche, assez parlant. Alors, merci, c'est la fin donc de cette émission Le Boulevard des Arts. Merci de l'avoir suivi, merci à la partie technique. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de Boulevard des Arts sur Madère TV. Je vous remercie.